Bienvenue, vous écoutez Le Rhumatisme et moi, le podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Aujourd'hui, nous discutons avec la diététicienne Laurence Margot au sujet de l'alimentation végétarienne ou végétalienne si l'on vit avec une maladie rhumatismale. Nous parlons de l'influence de ce changement d'alimentation sur l'inflammation, sur la densité osseuse, des avantages et inconvénients ou de potentiels risques de carence. Mais surtout, Laurence Margot livre quelques conseils pratiques pour s'essayer à un régime plus végétal, car consommer moins de viande et de poisson est recommandé par la Société suisse de nutrition. Bonne écoute. Alors, bonjour Laurence, comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, vous-même ? Ça va plutôt bien aujourd'hui. Tant mieux. Est-ce que vous voulez d'abord nous présenter en quelques mots vos activités et puis ce que vous faites dans votre travail de diététicienne ? D'accord. Alors, moi, je suis diététicienne et je travaille de longue date en promotion de la santé ou en santé publique. Donc, j'ai une bonne connaissance de l'alimentation végétarienne, végétalienne, puisque c'est la thématique du jour, plus en termes de conseils pour la population. Et spécifiquement pour les rhumatismes, c'est vrai que je n'ai pas vraiment une grande expérience. Par contre, j'ai donné des cours sur l'alimentation dans le cadre de projets pour les ligues cantonales du rhumatisme. Alors peut-être un petit rappel qui peut être utile avant de se lancer pendant une demi-heure sur ce thème. C'est quoi la différence entre une alimentation végétarienne et végétalienne ? C'est une bonne question parce qu'en fait, on n'est pas tous d'accord sur la répartition de ces différentes alimentations. Selon quel restaurant je fréquente, je serais étonnée de voir que, par exemple, l'alimentation végétalienne aura du poisson. Clairement, la définition agréée de l'alimentation végétarienne, c'est une alimentation qui exclut toute la viande et les dérivés, ainsi que tout le poisson. Et lorsqu'il s'agit d'alimentation végétalienne, on va exclure ces mêmes produits, la viande et le poisson, mais également les produits laitiers et les œufs. Plus évidemment les produits dérivés. Et si on passe dans le mode de l'alimentation végane, là, on aura les mêmes structures alimentaires, c'est-à-dire les mêmes exclusions de produits que l'alimentation végétalienne. Mais en plus, les personnes véganes sont attentives au fait de ne pas utiliser des produits qui sont dérivés des animaux, à savoir, par exemple, les cosmétiques qui ont été traités sur des aliments, ou le cuir ou la laine. Donc, ça dépasse l'alimentation. Ouais, c'est un bon rappel. Quelle est l'influence en fait d'une alimentation végétarienne ou végétalienne sur le corps en général ? Alors, les études ont montré qu'en fait, il y a une corrélation entre l'alimentation végétarienne et une diminution du poids corporel, tout comme un impact sur la prévention du cancer ou des maladies cardiovasculaires. Donc, il y a un intérêt à manger végétarien. Pour ce qui est du sujet plus particulièrement des rhumatismes, quelle influence ça peut avoir ? Alors, dans un autre podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme, vous avez traité de ce qu'est l'alimentation anti-inflammatoire. Et dans les grandes lignes de cette alimentation anti-inflammatoire, il a été mis en évidence que le fait de consommer moins de viande, d'avoir plus de légumineuses, plus de fruits et de légumes, plus de féculents complets, des oméga-3, tout ça participe à la prévention ou la thérapie des rhumatismes. Et c'est pour certains éléments des choses qu'on retrouve tout à fait dans l'alimentation végétarienne ou végétalienne. Donc une alimentation un peu plus végétale et aussi un petit peu plus anti-inflammatoire. Exactement. Par contre, ce que j'aime bien mettre en avant dès le moment où il y a une pathologie, c'est que bien sûr, on peut suivre à la lettre des conseils nutritionnels, mais l'idée, c'est aussi de conserver un certain plaisir dans l'alimentation. Et c'est en ce sens-là qu'on va peut-être pas suggérer de façon drastique une alimentation végétarienne, voire végétalienne, à toutes les personnes qui ont du rhumatisme. Alors à quoi faut-il faire particulièrement attention lorsqu'une personne concernée par des rhumatismes adopte une alimentation végétarienne ? Alors, le principal point d'attention qu'il faudra avoir pour l'alimentation végétarienne, c'est de se dire « Ok, j'enlève la viande et le poisson, mais je le remplace par une source de protéines, donc ou des produits laitiers, ou des œufs,
ou ce qu'on appelle des légumineuses, c'est-à-dire du soya ou ses dérivés comme le tofu, des lentilles, des pois, des graines de haricots ou des fèves. Après, être attentif au fait que l'industrie agroalimentaire souvent propose des produits pour aider les personnes à faire cette transition, mais ces produits qu'on appelle régulièrement ultra transformés sont pleins d'additifs et ont un impact négatif dans le cadre des maladies inflammatoires. Une alimentation végétarienne est en règle générale assez riche en fruits et en légumes, donc ça c'est un plus. Et par rapport de nouveau au rhumatisme, on va encourager les gens à choisir de préférence les crucifères, donc c'est toute la famille des choux ou certaines baies. Si vous avez un intérêt pour les farineux complets, donc je pense au riz complet, aux pâtes complètes, au pain complet, savoir que ces produits-là ont une bonne influence sur le microbiote et que ça aussi peut avoir un impact positif en cas de maladie inflammatoire. Une dernière chose, c'est par rapport à toute la qualité des graisses, et on y reviendra un peu plus tard, mais le fait de bien choisir ces matières grasses riches en oméga 3 fait aussi partie des choses que l'on encourage lors de rhumatisme. Donc vous dites aussi que les sources de protéines, on peut les trouver par exemple avec des haricots, des fèves ou d'autres choses, mais est-ce qu'il faut combiner avec certains aliments pour que ce soit assimilé ? C'est une très bonne question. Dans la mesure où quand on regarde finement la composition protéique de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers et du soya, leurs composants nutritionnels, ce qu'on appelle les acides aminés essentiels, sont très bien équilibrés. Par contre, si je regarde certaines légumineuses ou certains féculents, j'ai chaque fois presque tous les acides aminés essentiels, mais il m'en manque un. Et le côté génial de l'alimentation, c'est qu'en fait, pris individuellement, l'alimentation est carencée. Par contre, si vous combinez, en tout cas dans la même journée, mais si possible au même repas, une légumineuse plus un féculent, les lentilles plus le riz, les pois chiches plus le couscous, vous aurez une qualité protéique qui est totalement équivalente à celle de la viande ou du poisson. Et pour une alimentation végétalienne alors ? Alors végétalienne, on aura une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que les produits laitiers et les œufs sont également exclus. Donc on aura un problème sans doute de couverture du calcium dans le cadre de cette alimentation végétalienne. Du moment qu'on n'a pas les produits laitiers, il va falloir trouver d'autres sources, et ça c'est un peu compliqué, pour avoir la couverture en calcium qui est effectuée. Pour l'alimentation végétalienne, on a également le risque, mais ça c'est également pour la végétarienne, le fait que l'apport en fer doit être particulièrement contrôlé, parce que l'alimentation sans viande, du coup, est limite en matière de fer. Et pour le végétalisme, on est d'autant plus attentif, c'est que pour le métabolisme du fer, on a également besoin de la B12. La B12 qui est essentiellement dans les produits animaux. Donc on aura une double difficulté avec l'alimentation végétalienne, à savoir qu'il faudra faire cette couverture en fer plus la couverture en B12. Puis la B12, on est obligé de prendre des compléments alimentaires ou on peut la trouver autrement ? Donc la B12, on la trouve essentiellement dans les produits animaux, mais si on la cherche dans certains produits végétaux, c'est assez succinct. Vous avez dans certains champignons comme le shiitake, dans certaines algues comme le nori. Il y a une idée reçue qui dit qu'il y en a beaucoup dans la spiruline, mais ça c'est une fausse croyance, c'est-à-dire oui, il y a de la B12 dans la spiruline, mais c'est une B12 qui n'est pas du tout active. Donc juste être au courant de ça. Et vous en avez également dans le tempeh, donc c'est en fait un produit issu des graines de soya qui est fermenté avec un champignon spécifique. Ça ressemble au tofu et vous avez de la B12. Mais clairement, c'est quand même une vitamine où on recommande régulièrement de faire un contrôle pour être sûr que la couverture est efficace. Pour l'alimentation végétalienne, on va aussi rendre attentif au fait que la couverture en vitamine D est limite. Et là, ça peut être intéressant de faire un suivi à ce niveau-là. En règle générale, lorsqu'il y a beaucoup d'exclusions alimentaires, si la personne est en difficulté,
nous recommandons de voir un diététicien ou une diététicienne qui va prendre en compte l'ensemble de son alimentation et lui faire des suggestions spécifiques en fonction de ses goûts et de ses choix. Est-ce que la vitamine D, il n'y a pas aussi une grande partie de la population qui est de manière générale un peu en carence ? Alors, c'est une vitamine pour laquelle on a une attention particulière ces temps-ci. Et c'est vrai que selon les classes d'âge, on sait que c'est très difficile de couvrir le besoin en vitamine D, dans la mesure où elle est faite grâce à une synthèse qui est sous la peau et qui a lieu si la personne s'expose suffisamment au soleil. Donc, je ne suis pas en train de faire la promotion pour le cancer de la peau avec une mise, un bronzage intensif. Juste savoir qu'il conviendrait de sortir 30 minutes par jour en exposant au minimum les mains et le visage pour avoir une couverture suffisante en vitamine D. Cela dit, vous avez des classes de population, et je pense aux personnes très âgées, qui n'arrivent pas à couvrir, à avoir cette exposition. Et dans ce cas-là, c'est évident qu'il faut des compléments médicamenteux pour y pallier. Donc on a parlé des défis que peut représenter une alimentation végétarienne ou végétalienne, mais quels sont les avantages aussi qui sont liés à cette alimentation ? Alors, les avantages, c'est clairement le fait que de consommer moins de viande et de poisson participe au respect des recommandations de la Société suisse de nutrition qui sont valables pour l'ensemble de la population. C'est-à-dire que tout le monde aurait un intérêt à manger moins de viande et moins de poisson. La recommandation de la Société suisse de nutrition vise 3 fois par semaine de la viande. Et clairement, la moyenne des gens qui vivent en Suisse est clairement au-dessus de cette fréquence-là. Les gens mangent combien de viande en moyenne en Suisse ? Ça dépend de la classe socio-professionnelle, ça dépend aussi de la région linguistique. Donc, je pense qu'on peut faire une évaluation entre 5 et 6 fois par semaine en moyenne qui sont consommées par la population de personnes qui vivent en Suisse. Donc l'avantage, lorsqu'on commence à se poser des questions sur comment remplacer la viande et le poisson, c'est qu'on va peut-être élargir son panel de recettes. Et là, je recommande toujours de regarder ce qui se passe dans d'autres pays du monde qui, eux, de façon traditionnelle, mangent moins de viande et de poisson. Et vous allez trouver toute une série de recettes excellentes qui ont été testées depuis des centaines d'années et qui vont participer à avoir une alimentation variée et goûteuse. Donc vous dites d'autres régions du monde, mais on parle souvent de régime méditerranéen. C'est de ça dont vous parlez ou Alors là, ce qu'on a appelé la diète méditerranéenne, mais qui date maintenant un peu, c'était effectivement une alimentation relativement variée, mais qui comprenait de la viande et du poisson. Quand je parle de cultures qui ne mangent traditionnellement pas de viande, la première qui me vient en tête, c'est certaines populations en Inde où clairement les consignes religieuses font qu'on ne mange pas de viande, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a certains types de populations qui doivent faire particulièrement attention ? Si je pense à la couverture en fer, effectivement, pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, le besoin en fer est augmenté, donc ce sera plus difficile à couvrir. Et puis, on sait également que lorsqu'on fait du sport, il y a une augmentation du volume sanguin. Donc, des jeunes femmes qui sont très actives sportivement mériteraient d'avoir un contrôle de leur fer dès le moment où elles adoptent une alimentation végétarienne ou végétalienne. Dans les avantages que je vois également à l'alimentation végétarienne, c'est qu'en termes de santé, en termes de durabilité, écologiquement parlant donc, et également économiquement parlant, vous avez un plus lorsque vous mangez végétarien par rapport à une alimentation carnée ou avec du poisson. Dans les inconvénients de l'alimentation végétarienne ou végétalienne, peut-être essentiellement dans un premier temps, ça va être plutôt l'enjeu social, à savoir que
tant qu'on mange chez soi et qu'on se prépare ses propres repas, il n'y a aucun souci, on fait les choix qu'on veut. Mais dès le moment où on a des interactions sociales, qu'on veut manger à l'extérieur, au restaurant, chez des amis, clairement, ça va être un peu plus difficile d'arriver à sélectionner ces aliments-là. Donc voilà, ça prend un peu de temps pour que les gens vous connaissent avec, entre guillemets, l'étiquette végétarienne ou végane et puissent préparer quelque chose en fonction. Vous avez parlé tout à l'heure des produits ultra transformés, enfin de manière générale des produits de substitution. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment vous les évaluez, vous, en tant que diététicienne, ces produits végétariens? Alors, dans un premier temps, ça peut être aidant pour certaines personnes qui souhaitent modifier leur alimentation d'avoir des produits clés en main. Cela dit, la qualité de ces produits-là est perfectible et je recommande de toujours bien regarder dans un premier temps les étiquettes de ces produits, de regarder la liste d'ingrédients, de voir l'ensemble des adjuvants, additifs qui sont souvent présents dans ces produits-là, tout comme de regarder peut-être la composition nutritionnelle et de se rendre compte que régulièrement, il n'y a pas tellement de protéines, beaucoup de graisse et beaucoup de sucre, voire beaucoup de sel selon les produits. Donc c'est en ce sens-là que je me dis c'est peut-être aidant pour une période de transition, mais clairement partir d'aliments bruts que l'on cuisine, telles les légumineuses qu'on a citées avant, est réellement plus aidant que de se complaire avec ce type de produit. Je pense par exemple aux burgers de petits pois ou bien aux tartares de betterave. Les mots sont jolis, mais clairement la valeur nutritionnelle n'est pas intéressante. Est-ce que pour donner quelques conseils à nos auditeurs et auditrices, vous seriez d'accord de proposer 2 repas principaux dans la journée pour peut-être demain essayer d'appliquer des conseils pour une alimentation végétarienne? Alors, on a déjà l'idée reçue comme quoi c'est indispensable de prendre un petit déjeuner le matin, alors que maintenant, on est beaucoup plus nuancé par rapport à ce dictat, dans la mesure où, de nouveau, vous avez toutes sortes de cultures autour du monde pour qui ce premier repas n'est pas si essentiel que ça. Et maintenant, on est plus soucieux de dire que si les gens ont faim le matin, c'est une bonne idée de prendre un petit déjeuner. Et puis, s'il n'y a rien qui passe avant 10 heures, peut-être que c'est un peu plus tard. Globalement, ce qu'on conseille, c'est que sur la matinée, il y ait un produit source de protéines, un féculent, un fruit ou un légume qui soit consommé. Alors que ça peut être au saut du lit, comme ça peut être dans la matinée. Du coup, si j'applique ça avec un exemple de petit déjeuner, je peux vous proposer de prendre un petit déjeuner avec une boisson, une tartine au fromage et un fruit dans la matinée, par exemple. Si vous êtes végétalien, dans ce cas-là, ça va être plus compliqué puisque le fromage n'est pas possible. Là, de nouveau, si j'illustre certains petits déjeuners autour du monde, dans le Moyen-Orient, vous mangez des fèves directement au petit déjeuner. À voir si vous pouvez mettre ça en place. Après, ce qu'il est aussi possible de faire pour une alimentation végane, c'est de se dire, le Bircher typiquement suisse, on peut le faire, simplement on remplace le lait ou le yogourt qu'on avait l'habitude de mettre par une boisson végétale ou un facsimilé de yogourt à base de soya ou d'un autre produit végétal. Un exemple de repas de midi, pour un repas végétarien, je vous suggère une tarte aux légumes. Donc selon les saisons, les légumes vont changer. Ça peut être des courgettes, des poireaux, des brocolis. Et la source de protéines, je vais la trouver dans les œufs et le fromage. Avec une salade, ça fait totalement un repas équilibré. Pour le vegan, puisque je ne vais pas pouvoir utiliser les œufs et le fromage, je vais vous proposer un wok de tofu avec des nouilles de riz et aussi des légumes. Ça, c'est pour le repas de midi. Pour le soir, j'ai cherché une proposition qui convienne à la fois aux personnes végétariennes et végétaliennes. Et pourquoi ne pas faire un chili, mais sans carne, donc essentiellement avec les haricots rouges. Et ça aussi, c'est extrêmement savoureux et ça passe dans bien des classes de population en Suisse.
Quand on passe d'une alimentation carnée à une alimentation végétalienne ou végétarienne, à quoi il faut faire vraiment attention pendant cette transition? Alors c'est une excellente question parce que trop souvent les gens ont envie de chambouler complètement leur alimentation et très très vite, alors que nous recommandons plutôt de se donner du temps, de fixer des petits objectifs qui deviennent ainsi atteignables et de ne pas tout révolutionner. Je pense également qu'on peut faire des tests, regarder ce que l'on aime, ce qu'on aime moins, ce qu'on tolère, parce que du point de vue intestinal, ce n'est pas toujours évident d'augmenter les légumineuses, d'augmenter les farineux complets. Et il y a certaines personnes qui auront des douleurs intestinales, d'où l'intérêt d'y aller très progressivement. Et puis, comme la nourriture est un des plaisirs de la vie, ce serait dommage de le perdre au nom de simplement l'idée que ça peut complètement améliorer la santé. Une alimentation végétalienne ou végétarienne, est-ce qu'elle peut réduire directement la graisse corporelle? Alors, c'est vrai que ça peut avoir un impact sur le poids, dans la mesure où vous allez peut-être éliminer les charcuteries, vous allez peut-être éliminer des produits très gras, des fritures. Cela dit, l'impact est relativement limité. On a trouvé aussi certaines personnes végétariennes qui mettent pas mal de crème ou de matière grasse dans leur cuisine et du coup, cet impact sur le poids n'est pas direct. En règle générale, l'alimentation végétarienne est souvent plus riche en fruits, en légumes et en féculents complets. Donc ça, ce sont des aliments qui calent l'estomac et du coup peuvent peut-être avoir effectivement un impact sur l'apport calorique général. Mais de nouveau, la perte de poids n'est pas un but en soi. L'idée, c'est que chacun trouve le poids dans lequel il est bien et puis que ce soit ce poids-là qui soit visé. Et le poids de la tabelle qui dit pour telle taille, tu fais tel poids, on prend un peu de distance par rapport à ça. Par contre, en cas de maladie rhumatismale, ce qu'on va recommander, c'est de faire en sorte de stabiliser son poids, d'éviter d'en prendre, parce que clairement, cela surcharge le squelette et n'est pas recommandé en cas de maladie rhumatismale. Donc ça, c'est valable pour les rhumatismes inflammatoires comme non inflammatoires? N'importe lesquels, oui. Et est-ce qu'il y a une influence forte de la composition de notre corps, de la graisse corporelle sur les taux d'inflammation dans le corps? Alors effectivement, certaines études ont montré que les cellules graisseuses favorisent le développement de substances inflammatoires. Du coup, on va essayer de faire en sorte justement de stabiliser le poids, d'éviter d'augmenter les cellules graisseuses. Alors avec Pierre-Alain Buchard, dans l'épisode sur l'alimentation en général, on avait parlé largement d'oméga 3, d'oméga 6, qu'est-ce qui était anti-inflammatoire ou pas. Dans le cadre d'une alimentation végétalienne, comment les intégrer dans notre nourriture, dans notre alimentation ? Oui, on a vu dans le podcast de M. Buchard qu'en fait, il y a certaines hormones qui interviennent en activant ou désactivant les processus inflammatoires. Et puis, pour influencer positivement cette production d'hormones, on encourage la consommation d'oméga 3 comme l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de soya, l'huile de noix ou le poisson. Et on décourage la consommation d'huile de tournesol, de pépins de raisin, de cartame, de maïs. Donc ça, c'est vraiment des conseils généraux pour l'ensemble de la population, mais qui sont particulièrement adéquats lors de maladies inflammatoires. Et si l'on commence à suivre un régime plus végétal, est-ce qu'il faut directement le signaler à son ou sa rhumatologue ? Oui, sans aucun doute. La relation thérapeutique est un partenariat et cette transparence permet aux médecins d'avoir le maximum d'informations, voire d'aiguiller, si nécessaire, vers une ou un diététicien. Donc clairement, partager ce type d'informations. Et une alimentation plus végétale, alors, est-ce qu'elle augmente le risque d'ostéoporose ? Alors, tout dépend de quoi on parle, parce que dans les facteurs de risque de l'ostéoporose, il y a le fait d'avoir une alimentation insuffisante en produits laitiers. Donc, on voit bien que dans le cadre d'une alimentation végétarienne, normalement, il n'y a pas de souci. Par contre, dans le cadre d'une alimentation végétalienne, clairement, cet apport en calcium devra être suivi. Et puis là, peut-être un petit focus sur la jeune génération, savoir que la réserve du calcium dans l'os se fait entre 0 et 25 ans. Donc une alimentation qui serait carencée en calcium dans ses premières années de la vie a un impact sur tout le reste de la vie de la personne.
Ça, c'est bon à savoir en l'occurrence. Ouais, voilà. Alors, on arrive gentiment à la fin de cette discussion. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message pour nos auditeurs et auditrices végétariens peut-être, ou en phase de transition vers un régime plus végétal que vous voulez annoncer ? Alors, je ne peux que les encourager dans cette voie, dans la mesure où manger moins de viande et moins de poisson fait vraiment partie des recommandations nutritionnelles qu'on offre à la population suisse. Voilà, merci pour les encouragements et merci pour cette discussion. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci pareillement. Vous venez d'écouter le 13e épisode du podcast Le rhumatisme et moi, une série de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Nous nous retrouvons dans 2 mois pour le prochain épisode, mais d'ici là, si vous pensez que votre histoire peut aider d'autres personnes vivant avec des rhumatismes et que vous voulez témoigner dans ce podcast, écrivez-nous à info@rhumaliga.ch. Merci aussi pour les retours que nous recevons par email sur les différents épisodes du podcast. Nous lisons avec plaisir vos commentaires et suggestions. Et si ce podcast vous a plu, vous pouvez nous soutenir en laissant une note sur Spotify ou sur d'autres plateformes d'écoute.